Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez l'élan africain et vous avez bien raison. Aujourd'hui, nous revenons pour essayer de faire le point sur la situation en République démocratique du Congo, sur plusieurs plans d'ailleurs, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique et puis sur le plan judiciaire, puisque vous savez que il y a des procès importants en République démocratique du Congo. Il y a le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, et puis il y a évidemment le procès de l'ancien président, Joseph Kabila. Donc, pour commencer, nous voulons parler de la situation autour de la ville d'Uvira. Nous sommes sur le plan militaire. Vous savez que ces derniers temps, certaines informations faisaient état de la prise de la ville d'Uvira par les rebelles de la FCM 23, informations démenties aussitôt par le gouvernement de Kinshasa. Mais même si il y a eu ce démenti, même si évidemment la ville d'Uvira n'a pas été prise par les rebelles, ce qui est important à savoir, c'est que la rébellion s'efforce d'entrer dans cette localité, dans cette agglomération d'Uvira, proche de la ville burundaise de Bujumbura. Et c'est d'ailleurs les efforts qui sont concentrés autour de cette ville et qui inquiètent les gens. Puisque on faisait état ces derniers temps, on parlait des négociations de Doha, on parlait des négociations de Washington et tout le monde avait compris en réalité que la paix était sur le point de revenir en République démocratique du Congo. Alors, s'il y a ces efforts de conquête de la part de la rébellion, et c'est que les négociations sont au point mort. Nous allons y revenir dans un instant. Donc, les rebelles ont ont activé leur réseau en disant que la ville de Vira a été prise, ce qui était faux. Je disais que le gouvernement de Kinshasa a démenti cette information. Mais si la rébellion a pris la peine de diffuser ces fausses informations, c'était tout simplement pour faire savoir que prochainement, elle va concentrer des efforts inouïs à la prise, à la conquête de cette ville. Vous savez, c'est une ville qui revêt une importance capitale pour les rebelles. Quand je parle des rebelles, évidemment, il faut entendre la FCM 23, cette coalition des rebelles congolais qui sont opposés au gouvernement de Kinshasa. Mais il faut surtout entendre le gouvernement de Kigali, qui est en fait le principal instigateur de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Pour la rébellion, Kigali était un allié. Mais pour Kigali et ses rebelles, en réalité, comme le dit le gouvernement de Kinshasa, ne sont que des supplétifs. Il y a des intérêts à défendre à l'est de la République démocratique du Congo et le Rwanda, évidemment, utilise ces deux rebelles. L'AFC M23 n'est qu'une création de Kigali. Et pourquoi alors le gouvernement de Kigali s'intéresserait à la prise de la ville d'Uvira? Tout le monde le sait. On l'a dit depuis longtemps. Des analystes le répètent à longueur de journée. C'est qu'en réalité, euh, après la prise des villes de l'Est de la République démocratique du Congo, Goma et Bukavu, Uvira est une ville stratégique. Pourquoi? Parce que parmi les alliés de Kigali, il se trouve les Banyamulenge qui se font appeler Twirwaneho et il y a également les rebelles burundais de Red Tabara. Et ils sont logés, tous ces deux mouvements sont logés dans les plateaux de Moulengi, ça veut dire dans les territoires de Fizi au sud
de la République démocratique du Congo. Or, si le gouvernement de Kigali veut contrôler le sud Kivu, il faut faire une jonction entre les territoires déjà qu'il contrôle, à savoir le nord et le sud Kivu, et ces territoires un peu lointains de Moulengi, pour évidemment conjuguer des efforts avec ces deux rébellions en vue d'atteindre d'autres objectifs. Et le premier objectif étant de déstabiliser le Burundi. Redi Tabara, qui est également une création du Rwanda, s'oppose au gouvernement de Bujumbura. Le gouvernement de Bujumbura, qui est en opposition, en antagonisme total avec Kigali. Et donc Kigali voudrait bien déstabiliser le pouvoir burundais. Et pour cela, justement, il faudrait passer par la rébellion de Redi Tabara, qui est dans les plateaux de Mulenge. Et donc, il ne peut pas, le gouvernement de Kigali ne peut pas faire jonction avec ses deux alliés sans la prise de la ville d'Uvira. C'est pour cela que Kigali multiplie des efforts pour contrôler cette ville, donc pour faire jonction avec ces deux rébellions. Le premier objectif, évidemment, serait que la rébellion de Redi Tabara reviendrait un peu en arrière, entrerait dans la forêt de Kivira et maintenant la rébellion engagerait des hostilités ouvertes avec le gouvernement de Gitega du Burundi, évidemment en étant sur le territoire. Et comme le fait le gouvernement rwandais au Congo en se cachant derrière la rébellion du M23, alors que c'est les combattants de l'armée rwandaise qui font tout. Donc le Rwanda voudrait que les raids de Tabara puissent revenir dans la forêt de Kivira et que justement le Rwanda puisse dépêcher ses contingents militaires dans le but évidemment de déstabiliser et de renverser le pouvoir du président Ndayishimiye. Donc, ça, c'est le premier objectif. L'autre objectif, évidemment, avec Twirwaneho, c'est évidemment de contrôler d'autres territoires congolais et toujours dans le viseur de peser sur les pourparlers de paix qui sont au point mort maintenant, mais qui sont théoriquement toujours en cours à Doha entre la rébellion et le gouvernement de Kinshasa et à Washington entre le gouvernement américain, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais. Et voilà donc. Ça veut dire sur le plan militaire, même si au nord Kivu, on assiste à un silence des armes plus ou moins, mais au sud, évidemment, il y a ces velléités des combattants du gouvernement rwandais, des combattants des rebelles du M23, AFC, qui veulent, coûte que coûte, contrôler la ville d'Uvira. Pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. Mais peut-être qu'ils y arriveront un peu tard, puisqu'ils font des efforts. Et vous avez suivi ces derniers temps la journée du lundi 24 août 2024. Le président rwandais a assisté, a présidé une cérémonie de clôture de session de formation à certains officiers militaires de son pays. Et dans son discours, on a compris en réalité que lui, il n'a pas dit encore son dernier mot. Il voudrait encore une fois continuer à avancer. Ça veut dire à multiplier des conquêtes comme il l'a fait depuis le mois de janvier en prenant la ville de Bukavu et la ville de Goma et la ville de Bukavu. Il voudrait encore continuer. Il s'en est pris violemment, évidemment, à ses homologues burundais et congolais, mais dans des termes plus ou moins voilés, il s'en est pris également au gouvernement américain, à l'administration de Donald Trump, et qui chapeaute évidemment le processus de paix de Washington et qui est parrain du processus de paix de Doha. Ça veut dire, si on a tout compris,
que le président rwandais euh, n'est pas très favorable à ces deux accords de paix. Même si son ministre des Affaires étrangères a signé la déclaration de principe avec son homologue congolais, congolaise, puisque c'est une dame, le 27 juin dernier. Mais on a compris que le président rwandais, en réalité, n'est pas très favorable à cet accord, puisque ces accords, évidemment, ne lui apportent rien de tangible par rapport à ce qu'il gagnait en contrôlant les rébellions qui sévissent dans cette région minière de l'Est de la République démocratique du Congo. Et donc, il s'en est pris à ses homologues congolais et burundais, il s'en est pris également à l'administration américaine, même s'il ne l'a pas dit ouvertement, mais on a tout compris. Et le message est passé, puisque évidemment, nous avons vu des observateurs, nous avons entendu des analystes congolais et burundais d'ailleurs, qui ont compris le message et qui répondent en réalité que Paul Kagame, s'il continue la guerre, il en aura pour ses frais. C'est plus ou moins ce qu'ils disent globalement. Sur le plan diplomatique, justement, on voulait évoquer encore une fois ces deux accords, l'accord de Doha, l'accord de Washington. Où en est-on avec ces deux processus? C'est une question qui méritait d'être posée. Puisque vous savez, on attendait la signature de l'accord de paix de Doha le 18 août. Aujourd'hui, on est le 28 août, ça veut dire 10 jours plus tard, rien ne bouge. Et on voit plutôt les déclarations des uns et des autres s'accusant mutuellement de violer l'accord de paix. On a vu que, par exemple, aujourd'hui, le porte-parole de l'AFCM 23, un certain Laurence Kanyuka, a tweeté, a posté sur son compte X que l'armée congolaise et ses alliés violent l'accord de paix en bombardant des résidences, des quartiers peuplés du sud du Kivu. Il a parlé justement de Banyamulenge. Il a parlé également des territoires autour de la ville de Bukavu. On a compris que c'est une façon évidemment d'accuser le gouvernement de Kinshasa de violer l'accord de paix. Alors que justement Kinshasa également accuse la rébellion de violer de façon répétée les accords de paix. Ça veut dire que tout le monde maintenant est concentré sur l'aspect militaire plutôt que de proposer des solutions ou de faire des propositions pour l'avancée de l'accord de paix. Il paraît que les émissaires sont à Doha. Les émissaires du gouvernement congolais, les émissaires du gouvernement, pardon, de la rébellion, mais rien ne filtre. Tout ce qu'on sait, c'est que l'accord a pris un certain retard. Et s'il y a eu ce retard, c'est qu'évidemment, tout le monde essaie d'affûter ses armes pour pouvoir remporter le gros lot lors de la signature de l'accord de paix. Nous avons vu par exemple que la rébellion a indiqué, alors que c'est contenu dans les déclarations de principe signées précédemment, la rébellion indique qu'il n'est pas question que ces combattants qu'elles quittent les territoires déjà occupés. La rébellion, évidemment, utilise le terme de libérer. Nous n'allons pas quitter les territoires libérés. Alors auquel, normalement, que ce soit l'accord d'Oga, que ce soit l'accord de Washington, que ce soit la résolution des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, tous ces dispositifs stipulent que la rébellion doit se retirer des territoires occupés. Mais la rébellion, justement, dit le contraire. Ça veut dire qu'elle essaie de gagner du temps. Elle essaie de faire monter les enchères. Peut-être que plus tard, on comprendra que
et il va se retirer, mais en échange d'autres avantages tirés de ces accords de paix. Et donc, pour l'instant, l'accord de paix est en passe. De même que l'accord de Washington. On attendait au cours de cet été la signature de l'accord par les deux présidents, le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi. Ils devaient se rencontrer à Washington autour de leur homologue américain Donald Trump pour la signature d'un accord de paix. Mais rien n'est fait. Et rien n'est annoncé. On ne sait pas ce qui va se passer quand cela pourra avoir lieu. Donc, ça veut dire que les deux processus de paix en réalité sont en passe. Si on essaie de résumer, maintenant, il y a les armes qui continuent de faire du bruit et surtout la rébellion en voulant contrôler la ville d'Uvira, mais on voit également que l'accord de paix est en passe. C'est une question importante et qui est inquiétante également, puisque ceux qui avaient nourri l'espoir de voir la paix revenir rapidement dans cette région de l'Est de la République démocratique du Congo commence à déchanter. Et en parlant de la ville de Vira, justement, je disais que l'un des objectifs du gouvernement rwandais qui se cache derrière le parapluie du M23, AFC M23, c'est de vouloir renverser le pouvoir burundais. Et tout cela, justement, le gouvernement du Burundi le sait. Vous avez entendu il n'y a pas longtemps le président Ndayishimiye déclarer officiellement, publiquement, que si la ville de Bujumbura était attaquée par la rébellion Redi Tabara, justement, derrière laquelle se cacherait l'armée rwandaise, l'armée burundaise attaquerait également Kigali en provenance de la province de Kirundo. Ça veut dire en réalité que là, il y a quand même des inquiétudes à avoir. C'est une question de sécurité très importante dans cette région. Le président burundais qui a utilisé des termes très forts en disant que si le Rwanda s'évertuait à vouloir attaquer son territoire, il y aura une guerre généralisée. Ça veut dire que la guerre généralisée concernerait à la fois le Rwanda et le Burundi, qu'il y aurait une guerre au Burundi, qu'il y aurait une guerre au Rwanda, déjà en République démocratique du Congo, c'est déjà le cas, il y a des hostilités ouvertes, il y a des combats tous les jours. Donc, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a trois pays concernés. Il y a le Rwanda, évidemment, qui est aux prises avec la République démocratique du Congo, derrière la rébellion du M23. Mais il y a le Burundi également qui est concerné, puisque le Burundi a envoyé son armée défendre la ville d'Uvira. L'armée burundaise se bat aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. Et donc, ça veut dire que le Burundi est concerné au premier chef par ce qui se passe dans cette région. Et voilà. Et donc, il y a cet aspect-là. L'autre aspect, justement, qu'on voulait évoquer avant de clore ce dossier, c'était l'aspect judiciaire. Ou plutôt, on devrait dire l'aspect politico-judiciaire. Puisque vous avez entendu la semaine dernière, la haute cour militaire se penchait sur le cas de l'ancien président Joseph Kabila. Il y a eu un procès, justement, il est accusé officiellement, on ne va pas revenir sur les chefs on ne va pas revenir encore une fois aux chefs d'accusation, aux reproches qui lui sont faits, mais à la fin du procès, dont on attend toujours le verdict, mais le ministère public a requis la peine de mort. Ce qui est quand même grave, la peine de mort, la peine est capitale. Le réquisitoire est tombé ce vendredi soir. Devant les juges de la Haute Cour militaire de Kinshasa, le représentant du ministère public a été formel. Il demande la peine de mort pour Joseph Kabila pour crime de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel. 20 ans de prison pour apologie de crime de guerre et 15 ans pour complot.
Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, dévastées par 30 ans de conflit, se sont constituées partie civile dans ce procès, réclamant plusieurs milliers de dollars de dommages et intérêts à l'ancien président. La République souffre. Ce préjudice dont nous cherchons la réparation à hauteur de 24 milliards ne donne pas satisfaction à la République. Mais la satisfaction psychologique. Joseph Kabila a été jugé en son absence pour complicité avec la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. On va voir si la haute cour militaire va suivre la réquisition de la peine de mort, ce qui serait évidemment très grave aussi. Mais puisque je disais, c'était un aspect judiciaire, mais je disais qu'on devrait dire l'aspect politico-judiciaire, puisque Joseph Kabila est l'ancien président quand même. Dernièrement, où il a retiré son immunité parlementaire, puisque selon la loi congolaise, il est toujours sénateur à vie, mais on lui a retiré son immunité parlementaire. Et maintenant, il est jugé et la, le ministère public a requis la peine capitale. Et vous savez, avant de peut-être d'évoquer les réactions des uns et des autres, vous savez que Joseph Kabila quand même a fait quelque chose de très inédit, quelque chose contraire quand même à l'éthique de quelqu'un qui a été président, qui a présidé aux destinées des Congolais pendant 18 ans. C'est quelqu'un qui, au début de cette année, s'est montré très proche des rebelles, de la rébellion. On disait depuis un certain temps que Joseph Kabila, en réalité, c'était lui le véritable chef de l'AFC, dirigé officiellement par un certain Corneille Nangaa. Mais il était dit en coulisses que c'est Joseph Kabila qui est le véritable patron de l'AFC. Et on l'a vu justement ces derniers temps, au mois d'avril, je crois, ou un peu avant, il s'est rendu dans les territoires occupés par la rébellion. Il s'est rendu à Goma, il s'est rendu à Bukavu officiellement pour pouvoir entendre les problèmes des Congolais et proposer des solutions. Mais tout le monde a compris en réalité que, évidemment, ce qui était dit avant, que c'était lui le véritable chef des rebelles, était vrai, puisqu'il a été accueilli. Et puis ce qui lui est reproché maintenant au cours de ce procès, c'est évidemment ses accointances avec l'agresseur rwandais. Puisque Joseph Kabila, avant de se rendre à l'est de la République démocratique du Congo, évidemment, il est passé par le Rwanda. Il était d'ailleurs logé à Kigali, selon certaines indiscrétions. L'allocution qu'il a prononcée au mois de mai est en réalité lui à la résidence du général James Kabarebe. Ce qui évidemment pour les Congolais est une haute trahison. Voilà pourquoi les Congolais ont tenu à juger leur ancien président. Et je disais, on attend le verdict, mais la réquisition qui a été faite, évidemment, est la peine de mort. Sur le plan des réactions, on retient des réactions des opposants, évidemment. Il y a le parti de Joseph Kabila lui-même, le PPRD, qui a dit que c'était un procès inique et inéquitable, que c'était un procès politique destiné à salir l'image du président Joseph Kabila et à l'empêcher de faire de la politique. Mais le plus surprenant a été un certain Joseph Katumbi qui était aussi
un allié de Joseph Kabila, mais il avait essayé de le nier ces derniers temps. On l'avait accusé également d'être proche des rebelles, ce qu'il avait nié. Mais lui aussi, sa réaction a été de dire, ce procès-là est un procès politique. Ce qui veut dire également que je- Moïse Katumbi n'est pas sur la même longueur d'onde que le gouvernement actuel, ça veut dire le pouvoir du président Félix Antoine Tshisekedi. Et voilà, mesdames et messieurs, nous continuons de suivre le dossier congolais. Nous avons évoqué aujourd'hui le dossier militaire, l'aspect militaire, surtout autour de la ville de Vira. Nous avons évoqué l'aspect diplomatique avec les processus de Doha et de Washington qui sont au point mort. Et nous avons fini par l'aspect judiciaire, puisque il y a l'ancien président Joseph Kabila qui est jugé. On avait voulu également évoquer le procès d'un certain Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, qui est poursuivi pour malversation financière. Et peut-être qu'on y reviendra une autre fois, puisque on attendait à son verdict qui n'a pas eu lieu. On y reviendra quand on aura la décision de la justice. Et on pourra peut-être évoquer les deux dossiers, le dossier de Joseph Kabila et le dossier de Constant Moutamba, puisque les deux, évidemment, pour les deux, il y aura des décisions judiciaires que nous pourrons peut-être, si nous avons le temps, nous pourrons évoquer. Et voilà, mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention et à très bientôt pour d'autres sujets.